ou à ne pas le faire. Donc c'était vraiment d'étudier la compréhension, le ressenti, le vécu du dispositif, d'analyser aussi les facteurs de non-motivation, de capacité et d'opportunité dans le cadre conceptuel du changement de comportement. Donc pour cette phase, on a fait 29 entretiens avec, des femmes qui avaient reçu, des kits et 6 entretiens avec des professionnels de santé, qui avaient été contactés par ces femmes par des femmes dans le cadre de ce dispositif. Donc je laisse la parole à Amber pour le moment pour, présenter les résultats. Merci Dolores et merci à tout le monde pour votre attention. Pour présenter tout d'abord les résultats de la recherche pré-intervention. Donc ici, pour parler un peu de la méthodologie, donc on a essayé vraiment de recueillir l'avis des femmes et des professionnels à travers l'île. Donc c'est la carte qui est montrée. On a ciblé les zones avec un indice IRIS 4 et 5, donc les zones plus défavorisées qui sont marquées en rouge sur la carte. Et donc, on a essayé vraiment de cibler des femmes dans des situations de précarité. Donc, que ce soit des femmes en détention, des femmes avec une addiction, des femmes qui vivent en foyer, avec un handicap, des travailleuses du sexe et aussi des mères célibataires. Donc, on constate que parmi les femmes interrogées, la plupart avaient le RSA et la CMU. Et donc, il n'y avait pas nécessairement un défi d'accès au dépistage de ce côté-là. Donc, les résultats de la pré-intervention montrent un peu certains freins et leviers au dépistage en termes de connaissances, de motivation et d'opportunité. Ce qu'on appelle opportunité, c'est tout ce qui est motivation externe, donc le professionnel de santé ou la lettre de rappel. En termes de connaissances, ce qu'on a constaté, c'est que certaines femmes, surtout des femmes d'origine de l'océan Indien, donc Madagascar, Comores ou Mayotte, n'avaient pas nécessairement connaissance soit de la maladie elle-même, donc ça c'est très peu, soit du frottis, soit du calendrier de dépistage. Donc, ce sont des freins, bien sûr, au dépistage. L'autre frein, c'est vraiment de penser que la maladie est incurable et d'avoir une peur, donc en termes de motivation, du résultat. Puisqu'on pense si c'est incurable, il n'y a pas de raison de dépister une maladie. C'est la pensée de certaines femmes. Alors que celles qui pensent au contraire que la maladie est possible de la soigner si c'est dépisté tôt, alors il y a plus une volonté de savoir, donc une motivation. Aussi, un facteur important, c'est de se sentir concerné par le cancer du col de l'utérus. C'est-à-dire que si on a des multiples partenaires, si on pense qu'on est dans l'âge où on est plus à risque, si on a des symptômes gynécologiques, des saignements, etc., ce sont des facteurs qui motivent les femmes à se dépister. Donc, en termes de facteurs externes, donc tout ce qui est rappel gynécologique lié à la grossesse, à la contraception, le suivi gynécologique, pardon, et donc les lettres de rappel ou en personne par le praticien, le médecin traitant. Donc, c'est tous des facteurs qui encouragent à une idée de prendre soin de soi. Donc, c'est aussi ce qui a été dit par les femmes. En termes d'acceptabilité comme ça théorique, puisque c'est avant l'intervention, les femmes et les professionnels partageaient plusieurs points en commun. Donc, que l'envoi à domicile permettrait probablement de rattraper certaines femmes de par l'intimité et la facilité logistique. Mais que par contre, il y avait des doutes, autant chez les femmes que chez les professionnels, sur la qualité d'un autoprélèvement,
la capacité des femmes à le faire et aussi est-ce que les femmes, si elles sont dépistées positives, puisque ce sont des femmes qui sont plus éloignées du système de santé, est-ce qu'elles vont quand même faire un suivi? Donc voilà les questionnements pré-intervention. Donc, en termes de résultats post-intervention, l'idée était de comparer aussi, les points de vue, de voir si certaines choses se confirment. Donc post-intervention, on a essayé d'inclure les 4 bras d'études. Donc, le premier bras qui était seulement de renvoyer par la poste, on n'a pas pu, pourquoi il est moins représenté? C'est parce que les non-répondantes, c'était très difficile, de les contacter, les répondantes plus facilement puisqu'elles avaient renvoyé un numéro de téléphone à jour. On a également essayé de tenir en compte donc l'interaction des femmes avec le dispositif et donc en termes de méthodologie, ce qui était intéressant, c'est qu'on a mené l'enquête finalement sur une année complète. Pourquoi, on l'a menée sur une année complète? C'est parce que certaines femmes, elles ont renvoyé le kit, ce qu'on a appelé, de manière normale, c'est-à-dire dans les 2 mois après réception du kit. D'autres l'ont renvoyé de manière tardive, donc 2 à 6 mois et certaines ne l'ont pas renvoyé du tout. Et on voulait, prendre en compte ces situations différentes, donc on va faire des entretiens, au bout de peut-être 3 mois, au bout de 7 mois et pour les femmes positives, leur laisser le temps en plus de faire un suivi, qu'elles les renvoyaient, dans les 2 mois ou dans les 6 mois. Donc voilà pourquoi ça a été étalé. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que, donc même si on avait, 16 femmes répondantes qui ont renvoyé le kit et 13 femmes qui n'ont pas renvoyé le kit, sur ces 13 femmes, il y en a néanmoins 6 qui ont, fait un dépistage avec un praticien ou dans un laboratoire et une qui n'était pas concernée puisqu'elle avait fait une hystérectomie. Hem Donc, aussi, on voulait savoir, est-ce que les femmes qu'on a, entre guillemets, «rattrapées», est-ce que par, ce dispositif, est-ce que ce sont des femmes qui ne s'étaient pas dépistées depuis longtemps, ou donc depuis plus de 3 ans ou est-ce que ce sont des femmes qui se dépistent régulièrement? Donc selon les dires des femmes, puisqu'il faut contraster, le vécu et le ressenti, du frottis. On ne peut pas être sûr que celles qui ont dit que c'était 2 à 3 ans le dernier frottis, est-ce que c'était plutôt 2 ans ou plutôt 3 ans? Donc ce qu'on constate en tous les cas, c'est que, l'envoi à domicile a quand même permis de rattraper plusieurs femmes, qui n'avaient pas fait un frottis depuis plus de 5 ans, certaines 5 à 10 ans, et que ce soit en renvoyant le kit, donc ce qui est en bleu ou, ce qui est en vert en faisant un frottis avec un professionnel. Ce qu'on constate en termes de motivation, c'est que, le kit encourage vraiment davantage, que, de recevoir une lettre, de rappel et c'est plus apprécié que l'idée d'aller faire un frottis chez un professionnel par plusieurs femmes. La réception à domicile fait aussi que les femmes se sentent plus ciblées et concernées. Certaines pensaient que ça montrait qu'elles avaient peut-être déjà contracté quelque chose. Hem, En termes de capacité, donc beaucoup ont souligné la facilité d'utilisation, le respect de l'intimité, le fait que c'était là. Et donc il y a même des femmes, on avait vu avant que les femmes ayant eu une expérience négative, avec un médecin, ou un gynéco lors d'un frottis, certaines ont arrêté leur suivi. Donc ça a permis quand même que certaines femmes avec une expérience négative ont renvoyé ce kit. En plus de ça, donc toutes les femmes dépistées positives ont tout de même réalisé un frottis, de suivi. Donc, la crainte des professionnels, qui avait été émise n'a pas été confirmée. Il n'y a pas eu de perdu de vue. Donc je vous mets cette petite, citation: «Si j'avais reçu une lettre au lieu du kit, ce serait parti à la poubelle».
Donc, c'est ce sentiment que vraiment le kit veut dire que c'est important, c'est sérieux, ça vient de métropole en plus et donc en métropole, on fait des analyses plus poussées. Donc il y avait tous ces éléments-là qui contribuaient au fait que les femmes ont fait le dépistage. Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est vraiment, que certaines opportunités avaient été manquées, surtout en termes d'information, autant des femmes, de l'entourage, que des professionnels. Donc en termes au niveau des femmes, ce qui a été constaté, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont assimilé le dispositif à une arnaque parce que ça venait de métropole, donc ça peut avoir un poids positif ou négatif. Parce qu'il y avait l'incitation financière. Donc pourquoi il y a une implication monétaire, ça doit être une arnaque. Parce qu'elles n'en avaient jamais entendu parler. Et d'autres femmes ne se sont pas senties compétentes pour faire l'autoprélèvement et ça, c'est aussi lié au fait qu'elles ne savaient pas que ça existait, qu'elles n'avaient jamais entendu qu'une de leurs copines l'avait faite, que leur mère l'avait faite et donc pour elles, ça semblait quelque chose elles l'ont assimilé, au frottis, qui est un geste complexe et technique, et doit être fait par un professionnel selon elles. Donc les doutes qui avaient été mis pré-intervention ont été retrouvés aussi sur la qualité des résultats, sur la conservation du kit, sur la position à adopter. Parfois une mécompréhension du résultat, que si c'est positif, c'est qu'on a un cancer. Et donc toujours la méconnaissance du calendrier de dépistage, même chez celles qui ont renvoyé le kit. Donc, elles ont demandé un accompagnement de proximité, donc soit par le pharmacien, soit par, le professionnel. Au niveau de l'entourage, la plupart ont encouragé, mais d'avoir plus d'informations, aurait rassuré sur la capacité à le réaliser à domicile. Au niveau des professionnels, c'était plutôt, bon, j'espère que tu m'excuses, Alexandre, de dire ça, c'était plutôt catastrophique puisque, on n'a pas pu suffisamment, informer pas de notre faute, hein, mais, informer les professionnels en amont. Des lettres ont été envoyées, mais ces lettres n'ont pas été soit reçues, soit lues, soit parce que ça va à la direction et non pas, à la personne concernée. Et donc il y a eu, vraiment les femmes qui ont consulté des professionnels. En général, le professionnel n'était pas au courant et n'a pas incité à la pratique de l'autoprélèvement. Certains médecins ont tout de même proposé un frottis à la place, et donc le manque de connaissance des professionnels du dispositif a bien sûr créé des doutes chez les femmes. On vous met cette petite, citation, «Le fait d'arriver à la pharmacie, que le pharmacien découvre en disant: "Mais qu'est-ce que c'est?", qu'il a pris le document pour le lire et tout ça, ben, ça rend un petit peu moins crédible». Donc on peut comprendre cette femme. Je passe la parole, à Dolores maintenant, pour les recommandations justement. Oui, très rapidement, donc pour finir, ce que nous, l'intérêt, c'était vraiment de porter des recommandations, auprès, des institutions, des professionnels de santé en lien avec, le dépistage du cancer du col. Donc évidemment pour ce dispositif, ce qu'on a bien montré tout au long de l'étude, même dans la première phase, c'est que les femmes ont vraiment, demandé un besoin d'accompagnement par un professionnel de santé de proximité pour leur expliquer clairement, et les rassurer aussi sur leur capacité à faire l'autoprélèvement, sur pourquoi on fait ça et cetera. Et évidemment, la nécessité de former les professionnels de santé, à l'autoprélèvement, HPV puisque, en tout cas à la réunion, là, ce qu'on a vu, c'est vraiment que les professionnels ne sont pas informés et même quand les femmes vont les voir pour leur proposer, ils préfèrent proposer tout de suite le frottis. Et effectivement, on préconise aussi de renforcer la communication médiatique, en amont de la mise en place d'un tel dispositif pour l'ensemble de la population puisque, de nombreuses femmes nous ont dit: «Mais moi, j'en ai jamais entendu parler de ce truc, même pas à la radio, pas à la télé» et cetera et on sait qu'en tout cas à La Réunion, ça a un pouvoir important donc c'est un bon canal pour, transmettre, ce genre d'informations.
Concrètement pour, le kit et les instructions, accompagnant le kit, ce qui est ressorti, c'est vraiment le besoin d'une lettre claire, simple, précise, plutôt dans un langage non médical, évidemment, avec, des informations rassurantes sur la facilité d'utilisation, que voilà, l'échantillon peut se conserver, tant de temps, qu'il y a pas de risque et cetera, que c'est ça sera quand même un résultat fiable et ce qu'on a pensé, c'est qu'on pouvait inclure, le témoignage de femmes qui ont participé, qui nous ont dit: «Ben, finalement, ça c'était très facile et cetera», et on a pensé aussi faire un QR code vers, une vidéo, qui pourrait, voilà, être, diffusée sur les sites de Amélie, par exemple, de la sécurité sociale ou d'autres sites, de manière tout à fait accessible pour toutes les femmes et leurs proches. Et la suite, c'était, oui, pour, ce kit-là, en fait, bon, il y avait un souci au niveau de la communication du résultat puisque, c'était 3 mois après, le test, donc c'était beaucoup trop tard et les femmes, en gros, pour elles, une durée normale, un délai normal, c'est environ 15 jours. En plus, dans ce dispositif, c'était un SMS qui informait la femme, du résultat, même si c'était, positif, donc c'était un petit peu, délicat. Donc là, il vaut mieux, informer simultanément le médecin et la femme par SMS et plutôt indiquer le résultat est disponible plutôt que de lui dire, bah, vous avez un résultat, positif ou négatif, quoi. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est que pour les femmes, isolées ou qui vivent dans des zones, un peu enclavées comme dans les cirques ici à La Réunion, il y a eu vraiment, un besoin d'aller vers, c'est-à-dire on a pensé à mettre préconiser des caravanes mobiles comme ce qui se fait, à Mayotte par exemple, voilà qui se déplacent vers les femmes, qui fournissent à la fois les stratégies de dépistage, mais aussi les explications, la sensibilisation, l'accompagnement. Voilà, je crois qu'on a terminé. J'ai oublié de remercier tout à l'heure, et de féliciter, l'organisation de cette journée. Vraiment, c'est passionnant. Ce matin, j'ai trouvé que c'était très riche et passionnant. Donc merci de nous avoir invités et on reste disponible. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que il y a pareil une ou deux questions? Allez-y. Oui, bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée, c'est l'incitation financière, parce que c'est pas une pratique, courante, c'est pas un procédé courant. Donc alors j'ai 3 questions en une, en fait. Déjà, j'aurais voulu savoir comment vous est venue l'idée de mettre en place, cette mesure? Ensuite, qui la finance? Et la troisième question, c'est est-ce qu'il y a un véritable impact sur le retour des femmes sur, voilà, leur participation? Que c'est assez, en fait, c'est atypique, on va dire. Oui, alors merci pour la question. Alors j'avoue que moi aussi ça m'a interpellée cette question de l'incitation financière, donc peut-être que je vais laisser répondre, Alexandre Dumont qui est dans la salle et qui, s'occupait un petit peu plus de cette partie et en tout cas, ça a plutôt eu un impact négatif sur, les femmes que nous on a rencontrées puisqu'elles ont plutôt pensé que c'était une arnaque et elles trouvaient que c'était pas normal de recevoir 20 € pour aller se faire dépister et cetera. Et en tout cas pour, la question de comment est venue l'idée, j'invite, Alexandre à répondre s'il veut bien. Oui, merci Dolores. Alors en fait, cette intervention, elle est connue surtout dans heu, les pays en développement, où ça a été testé pour, améliorer les comportements de soins, parmi des populations défavorisées. Il y a une revue de la littérature, qui existait à l'époque sur, la périnatalité, le suivi de grossesse et l'incitation à aller accoucher, dans les formations sanitaires. Et visiblement, ce type d'intervention avait l'air efficace.
On l'a beaucoup utilisé en Inde aussi pour inciter les femmes à accoucher dans les formations sanitaires. Et ça a marché en Inde. Alors, l'investigateur principal de cette étude, qui est Marc Bardou au CHU de Dijon, avait pris connaissance de ces interventions et avait comme hypothèse que ça marcherait parmi des populations défavorisées de France hexagonale et dans les dom-tom, mais en Outre-mer. Mais visiblement, à La Réunion, ça n'a pas du tout marché. Et on a aussi quelques résultats préliminaires pour la Martinique et puis pour les 2 autres départements de France hexagonale. Et il se trouve qu'effectivement, l'incitation financière n'a pas augmenté la participation au dépistage de façon significative. C'est le projet qui finançait. C'est un essai randomisé, comme l'a expliqué Dolores, avec un financement PREPS et PREPS essentiellement, et donc c'était financé par le projet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux en poser une alors. Ouais, j'avais juste une question, c'est vous en tant qu'anthropologue, comment vous vous êtes réapproprié cette demande, on va dire, des professionnels de santé, et qu'est-ce que vous tirez comme connaissance pour votre pratique d'anthropologue de cette participation à ce projet? Est-ce que je peux... Oui, vas-y, je t'en prie. Bon, juste une réaction immédiate. Bon, pardon, c'est pas moi ce que j'en tire comme pour moi, mais plus sur le processus. Ce que j'aurais aimé, qui m'a un peu frustrée, c'est qu'on a fait une enquête pré-intervention, mais finalement, vu que le protocole était déjà en place, c'était très difficile d'ajuster ce qui était prévu pour l'intervention sur la base de la pré-intervention. Donc, pour moi, c'est dommage, c'est une opportunité ratée, puisqu'il y avait certaines choses qui ont été retrouvées post-intervention, et donc qu'on aurait peut-être pu ajuster la lettre en amont ou rassurer sur les doutes de comment faire l'autoprélèvement. Donc, moi, c'est cet aspect-là que j'aurais aimé ajuster. Voilà. Oui, en fait, bon, c'est bien, hein, quand on collabore avec, des professionnels de santé ou d'autres, des épidémiologistes ou enfin voilà, on sait bien qu'en tant qu'anthropologue, on doit toujours un peu négocier les choses, négocier sa place et cetera. Bon, là, dans ce projet, c'était super parce qu'on a eu vraiment, de grosses responsabilités, un gros volet, des financements et cetera. Mais c'est vrai que là, au moment où on a donc proposé nos premières préconisations pour orienter, la manière de faire l'intervention, en fait, c'était trop tard et voilà, il fallait que ça soit le même design sur, les 4 départements, donc ça n'a pas été pris en compte. Donc ça, c'était un peu frustrant. Et après, maintenant avec du recul, parce que là, ça y est, on sort quand même de l'étude et quand je vois mon titre, enfin le titre qu'on a donné aujourd'hui et qu'on parle de femmes non à jour de leur dépistage, mais quand j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit: «Mais» enfin, on n'a pas du tout pris de recul par rapport à ce langage hyper, médical et normatif et cetera et voilà, bon, on est encore plongé dans cette collaboration mais c'est intéressant à questionner et du coup, là, nous, ce qu'on est vraiment en train de faire, sur place à La Réunion, c'est qu'on profite de chaque, comité ou réunion pour aller présenter les résultats, même si c'est juste, 15 ou 20 professionnels, qui se retrouvent, on va présenter nos recommandations parce que, voilà, c'est important qu'ils s'en emparent aussi, les professionnels de santé sur place et ça, c'est un rôle que j'aime bien jouer, même si, comme on disait ce matin, hein, on n'est pas du tout, chargés de communication, c'est pas à nous de le faire, mais quand même, en étant sur place, on est bien placé pour le faire quand même.
Voilà. Et justement, tu viens de parler de chargé de communication. C'est quelque chose qu'on aimerait faire pour la suite. C'est justement être sûr que finalement, ça soit utile, cette étude, et essayer de développer peut-être une petite vidéo ou une autre communication à destination des femmes et une autre version à destination des professionnels. Donc, voilà nos idées pour la suite. Merci. Oui, je rajoute juste par rapport au type d'étude qu'on a utilisé, qui est un essai contrôlé, randomisé, qui est donc assez contraignant en fait euh, par rapport à cette collaboration entre sciences sociales, épidémiologie, sciences biomédicales, on va dire. Il existe d'autres types d'études qui nous viennent un peu plus des anglo-saxons, qui est une étude mixte où on fait ce qu'ils appellent une formative research avant la mise en place de l'intervention, qui permet de faire tout ce qu'on a fait là, mais d'adapter l'intervention au contexte et ensuite de mettre en place et de l'évaluer. C'est ce qu'on ne connaissait pas très bien à cette époque-là, et maintenant je pense enfin moi personnellement je l'ai déjà utilisé ailleurs, et c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus satisfaisant, je pense, pour la collaboration sciences sociales et épidémiologistes. Ouais. Mais à part cela, on s'est très très bien entendu avec Amber et Dolores. Oui, oui, j'avoue. C'était chouette, c'était génial. En tout cas, je trouve ça. Merci d'avoir partagé cette expérience, parce que je trouve que il y a quand même beaucoup de choses à en tirer déjà, parce que ce que vous venez de dire juste à la fin montre que les difficultés qu'on peut avoir à collaborer ne sont pas forcément liées à des difficultés d'incompréhension et d'involonté de chaque côté, et ça pose aussi la question des temporalités, mais au sens aussi du séquençage dans les dynamiques de recherche, du moment où les sciences sociales peuvent intervenir. Et donc ça, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et aussi, on est contraint par les structures des essais cliniques, des essais pas cliniques, mais des essais cliniques potentiellement, mais aussi des projets de recherche, etc., qui des fois nous contraignent à être dans des formes de collaboration. Et peut-être c'est aussi à nous de réinventer cette manière de travailler ensemble pour que chacun apporte ce qu'il a apporté au moment le plus opportun, et voilà, et pas se retrouver contraint, trop contraint à des moments où on est en décalage en fait avec les attentes des uns des autres, et voilà. Enfin, moi je trouve que c'est, en tout cas, merci d'avoir partagé ça. Juste pour aller dans ton sens, Sylvain, effectivement, dans le fonctionnement des groupes de travail UCOM, là, il y a clairement ce besoin-là qui a été identifié, c'est-à-dire que le groupe de travail 5 qui se réunit aujourd'hui, là, on aura aussi comme rôle majeur d'être un peu le vigile de la recevabilité, de l'acceptabilité des projets des autres groupes, en fait. Je me répète un petit peu, c'est des choses que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment très important pour justement ne pas rater cette temporalité-là, ne pas rater aussi des opportunités d'enrichir les différents travaux, les différentes idées des autres groupes avec un versant SHS. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on aura encore un temps après. Je propose qu'on passe à la prochaine intervention. Donc, ça sera une intervention de Victoire Cotreau et de Adèle Bayot sur les évacuations sanitaires entre